jeu démocratique, diront l'idée. Il y aura suffisamment de gens libéraux qui auraient été un petit peu égratignés dans leur chatouillet, dans leur façon modérée, dans leur façon modérée, dans leur façon raisonnée, dans leur façon adulte, entre guillemets, d'être monarchiste. Mon choix n'était pas malicieux. Finalement, mon choix n'était pas malicieux. C'est pas malicieux. Il était d'une naïveté au second degré. Voilà. Alors, je dis, troisième, on arrive à Smélé, anthropologue. Le titre de sa communication est formulé de manière qui est à la fois imagée et très ponctuelle. Alors, méditez ce titre avec moi, tempête du progrès et forme de vie étatique. En sous-titre, sur le développement à partir de la et alors je vous présente là aussi quelques mots. C'est Hamza Smélé, doctorant en sociologie et enseignant à l'université de Paris 8. Chercheur invité au département d'anthropologie à Berkeley. L'objet de son travail porte essentiellement sur la critique religieuse en rapport avec la gouvernance moderne. Et dans ce cadre, Hamza Smélé a réalisé des enquêtes, donc il n'est pas seulement un chercheur, ça au fond d'une bibliothèque, dans de nombreux pays, et y compris chez nous, en 2017, la même année en Irak, et également à la frontière turco-syrienne. Tiens, voilà qui est d'une actualité brûlante, c'est le cas de le dire, et également des enquêtes, je crois que vous avez interpellé là-dessus d'ailleurs, par moi également, si on a le temps, si je peux me permettre, également des enquêtes sur le contexte français. Impatient donc de vous écouter, si Smélé, vous avez. Merci beaucoup Sidi. Merci beaucoup aux organisateurs et aux organisatrices de ce colloque. Je dois dire que pour moi c'est la première fois que je fais une intervention universitaire au Maroc. J'en ai fait dans d'autres pays, mais dans mon pays c'est la première fois. Donc merci beaucoup. Voilà. Alors effectivement, donc, bon, j'ai un certain nombre de travaux, mais je n'ai jamais rencontré dans mon travail la catégorie du développement. Donc pour un colloque comme celui-ci, j'ai été assez embêté. Et donc j'ai dû réfléchir à comment problématiser, partant de ce que je sais faire, de mes enquêtes, la question du développement. Alors sincèrement j'ai pensé à deux premières pistes. Alors j'avais plutôt une optique un peu historiciste, parce que effectivement je viens du Maroc et je sais que la catégorie du développement n'est pas seulement une catégorie économique, on l'a beaucoup comprise, notamment dans la gauche, comme étant une catégorie civilisationnelle, c'est-à-dire qu'en fait liée à pourquoi nous sommes en retard. C'est-à-dire en fait pourquoi, pour dire les choses de manière assez directe, pourquoi nous les Arabes nous sommes en retard. Ça a été quand même beaucoup compris comme ça. Donc j'aurais pu faire d'abord une critique de ça. C'est-à-dire en fait aujourd'hui on le sait, l'historiographie moderne nous montre qu'il n'y a pas eu d'âge d'or puis un déclin. C'est pas vrai, la situation arabo-musulmane n'a pas marché comme ça. Il y a eu en fait, la question est beaucoup plus nuancée que ça. Il y a eu différentes évolutions et qui ne sont pas du tout en fait cette vision un peu orientaliste de l'âge d'or, du déclin, etc. Et puis il y aurait eu, alors moi, avant d'être sociologue j'ai fait des études d'économie et il y aurait eu une critique en fait en termes d'évolutionnisme, donc de la théorie économique. Donc bon, je me souviens très bien en tant qu'étudiant, l'enseignement des étapes du développement, de Rostow, des 5 étapes, du décollage, etc. Alors bon, pour aller assez vite, c'est pas forcément cette optique-là que je vais essayer d'adopter avec vous pour avoir une perspective critique quant au développement. Parce qu'en fait, c'est assez difficile en fait. Je trouve que le développement est l'une de ces catégories politiques qui, en fait, alors c'est pour ça que je mets la citation de Benjamin, c'est une catégorie politique, alors c'est pour ça qu'aussi j'ai institué ça à la tempête du progrès, qui en fait alors, montre un horizon qui est inéluctable, on vise tous à être développés, et qui en fait aussi cache en fait ce que ce développement, ce que ce processus produit dans son cours. Donc c'est ce que dit Benjamin en fait, c'est-à-dire la tempête qui souffle du paradis, qui est si violente qu'on ne peut pas s'arrêter, mais qui cache en même temps le champ de ruines qu'elle produit. En fait, c'est ça, en fait, comment je voulais penser à la question du développement. Alors, c'est venu avec, pour moi, la question de la forme de vie. Alors, pour moi, si vous le voulez bien, ce que je vais vous proposer, c'est l'idée que le développement, c'est d'abord une forme de vie.
une forme de vie, en l'occurrence étatique, et qu'en fait être développé, c'est un surcroît, un surplus, si vous voulez, d'inscription dans un ordre étatique moderne, séculier, libéral, on pourrait dire. Voilà. Donc c'est vraiment la thèse que je vais essayer de vous présenter, donc un peu un déplacement critique par rapport à la question du développement, et en fait en partant effectivement de deux cas, de deux enquêtes en fait. Une première qui est celle al-Halawiyin. Alors je suis très content que nous avons fait la soit dans la salle parce que nous avons partagé ce terrain. Halawiyin alors est un quartier en périphérie de Casablanca, je le présenterai plus tard, et donc en montrant à travers ce cas de Halawiyin ce que veut dire le développement, c'est-à-dire le passage d'une structure, d'une vie à une autre. Puis, en fait, en montrant, donc dans une autre enquête, en fait, un cas, donc le Hirak Jurif, où je fais l'hypothèse que cette forme de vie dont le développement est le nom, a été contestée. Donc, a été contestée assez profondément. Voilà. Alors, la question, qu'est-ce qu'une forme de vie? Elle est assez difficile. En fait, alors, pour aller très vite, j'ai pas envie de faire de la théorie, mais pour aller très vite, la question de la forme de vie, elle nous vient en fait des franciscains. C'est comme ça. Mais plus récemment, en fait, c'est surtout Wittgenstein, donc le philosophe allemand, qui l'associe au langage. Et c'est pas tellement à cette filiation-là, en fait, que moi je vise en fait à problématiser. C'est plutôt en fait la théorisation qu'en donne Adorno. Adorno, alors moi je suis en très grande partie d'accord avec mon camarade Lotfi, mais Adorno, en tant que marxiste non orthodoxe, en fait, propose donc en fait une problématisation du capitalisme qui ne soit pas seulement en termes de structure sociale inégalitaire, ce que le capitalisme est évidemment, mais également les effets subjectifs du capitalisme. C'est-à-dire en fait les effets intimes dans la vie, encore une fois individuelle et collective, du capitalisme. Donc c'est dans un livre de 51 qui est assez connu, c'est au moment où Adorno vit aux États-Unis, qu'il a été exilé après au moment de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Minima Moralia, et dont le sous-titre est Réflexion sur la vie mutilée, et où Adorno vraiment réfléchit à partir, donc dans le système capitaliste, de l'amour par exemple des voitures. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer les voitures dans un système capitaliste ou la question en fait juste de la consommation, évidemment, dans un système capitaliste. Donc, en fait, en partant de là, et en partant aussi en fait de philosophe actuel qui s'appelle Raël Yaegi, qui est la dernière génération de l'école de Francfort. Donc, c'est l'idée en fait que le capitalisme est certes une structure sociale, une structure inégalitaire, mais c'est aussi, donc, en reprenant la catégorie d'aliénation, c'est aussi une forme de vie où la vie ne vit pas, c'est-à-dire où les gens sont extérieurs à leur propre vie. Donc, la question est un peu double en fait. Quand on part de ça, c'est d'abord en fait de dire donc qu'est-ce qu'une forme de vie, c'est ce que je viens de faire, mais aussi de repérer quelle est notre forme de vie. Dans quelle forme de vie vivons-nous? Donc c'est là où vient en fait la question de l'Halloween pour moi. Alors voilà, donc, je vous ai mis une citation de Bourdieu que j'aime bien sur la question du rapport à l'habitat. Donc en fait, les Halloween, pour vous présenter les choses rapidement, c'est un quartier c'est une zone rurale administrativement, qui a été utilisé au moment, en fait, alors il y avait des habitants déjà avant, un quartier qui s'appelle Douane Dioni, dont le surnom est Chichen, parce que c'est la guerre. Et en fait, ce quartier-là a vu en fait s'installer juste à côté de lui une nouvelle zone urbaine construite en fait pour les personnes qui ont été délogées du Cayenne Central de Casablanca. Donc pour ceux qui connaissent Casablanca, Cayenne Central est un quartier historique de la ville, c'est le bidonville autour duquel en fait a été construite la ville. Et alors ce que je cherche à montrer, alors ça s'est fait par une opération assez complexe, ça s'appelle le Stifada essentiellement. Et donc le Stifada, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une forme en fait c'est assez magique. C'est comment effectivement, alors pour rejoindre ce que dit Lotfi, c'est comment on fait du privé avec du public. En fait. C'est comment en fait l'État donne un lotissement en fait et se débrouille, enfin en tout cas fait se débrouiller donc, des gens qui sont dans le bidonville, donc a priori qui n'ont pas tellement de ressources. Comment ils font en fait ces gens-là pour construire? En fait, l'État dit moi je ne vous construis pas le lotissement, vous vous débrouillez pour trouver un investisseur, vous vous mettez entre familles et vous construisez donc un immeuble et à partir de cet immeuble vous aurez un appartement. C'est après ça qui a été mis en place. Et ce que je veux vous montrer en fait aussi, c'est qu'en fait la question donc de ce qui était plus généralement le programme Ville sans bidonville est tout de suite venue, y compris d'ailleurs chez le chef de l'État. Est tout de suite venu en fait autour de la question de la vie. C'est-à-dire en fait comment vivre correctement, donc, parce que la vie au bidonville n'était pas une vie correcte. Donc le chef de l'État dit la vie en bonne intelligence. Dans un discours où il présente justement le programme Ville sans bidonville. C'est aussi en fait ce que dit le programme Ville sans bidonville. Alors il dit en fait, voilà, au-delà de la question donc, d'un habitat salubre ou pas, il y a la question du développement harmonieux des villes. Voilà, donc là vraiment il présente les Stifada, hein, c'est le programme Ville sans bidonville qui présente les villes.
C'est venu aussi lié à quelque chose qui était plus ancien. Alors vous vous souvenez tous en fait au moment des attaques de 2003 au Maroc, à Casablanca, et l'attentat de 2003, l'explication qui a été très doxique, c'est-à-dire vraiment c'était l'opinion commune en fait au Maroc, c'était le problème c'est les bidonvilles. Le problème c'est ça, c'est-à-dire que s'il y a eu des attaques au Maroc, s'il y a eu des actes violents, c'est parce qu'en fait il y avait Sidi Moumen. C'est ça l'explication qu'on a trouvée. Alors il y a eu un certain nombre de romans, de films, des étoiles de Sidi Moumen, etc., qui sont venus appuyer cette thèse. Donc vraiment, dès le départ, le programme Ville sans bidonville était lié donc, à l'idée de changer la vie de ceux qui vivaient dans le bidonville. Et alors, peut-être qu'aussi c'est une petite différence avec la thèse de l'autre fille avec laquelle je suis globalement tout à fait d'accord, mais en fait c'est aussi l'idée pour, dans une optique un peu foucaldienne, hein, que le pouvoir ne s'exerce jamais sur l'économie en tant que fin du processus, mais il s'exerce sur les hommes et sur la vie, sur les hommes et les femmes et sur la vie. Que l'économie n'est jamais qu'un moyen pour s'exercer sur les hommes et les femmes. Donc l'héroïne, alors rapidement je vous mets quelques photos. Hein. Bon, ceci dit en fait, alors l'héroïne, donc c'est ça. C'est ici. Karen Centrale était là. Et Mohamed était là. Donc l'héroïne, vous voyez, est en lointaine périphérie urbaine. C'est une zone rurale, donc qui dépend de Mdiona, donc qui est encore plus bas. Donc bon, il y a tout un pan en fait, que je pourrais vous présenter de ce que ça a représenté pour des populations anciennement casablancaises, c'est-à-dire qui étaient là depuis longtemps à Casablanca, de se retrouver là, mais je passe là-dessus. Alors, quelques photos, hein, donc c'est ce que vous voyez au second plan. Voilà, c'est cette zone résidentielle un peu au milieu de nulle part. Bon, ça c'est le quartier juste à côté. Bon, chose qu'on connaît. Alors, ce qui est intéressant dans cette photo, c'est pas tellement en fait les chiens, c'est ça. C'est ça. Donc les héroïnes, dans beaucoup de quartiers en fait, construits dans le même processus, grâce à l'Istifada, le fait en fait, qu'ils sont passés par de petits investisseurs, a fait qu'une bonne partie en fait, des immeubles et des appartements qui ont été construits ne l'ont pas été jusqu'au bout. Donc par exemple, une blague récurrente en fait, à Halloween, c'est les immeubles décapotables. C'est quoi les immeubles décapotables? C'est les immeubles où il n'y a pas de façade. Donc vous pouvez marcher, vous voyez ce que les gens sont en train de cuisiner par exemple. Donc voilà. Donc par exemple, en fait, ça s'est fait comme ça s'est fait à leur manière. Alors c'est un peu ma thèse, ça pourrait être dans l'intentionnalité, mais c'est les effets politiques que ça a produit. Et en fait, ça s'est aussi accompagné, alors c'est là où on arrive à la question de la forme de vie, à un resserrement de la contrainte administrative qui a pesé en fait sur les nouveaux habitants de l'Halloween par rapport à ce qui était leur vie au bidonville. Donc en fait, je vous ai expliqué la question de Stifada. En fait, le fait que le Stifada aboutit systématiquement à un processus qui ne marche pas, simplement parce que les investisseurs n'ont pas assez d'argent, en fait, donc ils se retrouvent au milieu du processus à ne plus avoir assez d'argent, et donc en fait, à la fois le Mustafid et ce qu'on appelle Mulshkara n'a plus de ressources. En fait, ça fait que, paradoxalement, c'est au Mustafid d'avoir à produire un permis d'habiter. Donc, qui est un document qui est impossible à avoir quand votre immeuble n'a pas de façade, bien évidemment. Donc, là, un exemple d'entretien. Donc, voilà. Donc, par exemple, là, c'est vraiment un cas type. En fait, ça fait qu'une personne qui vit depuis longtemps en fait, dans son appartement qui n'est pas fini, en fait, passe son temps à courir après le fameux papier. Et donc, en fait, évidemment, on va recourir à du clientélisme pour l'obtenir. Donc, en fait, c'est ce que je veux vous montrer. En fait, c'est que cette contrainte financière et administrative qui est, en fait, apposée aux nouveaux habitants de l'Halloween, en fait, c'est une discontinuité par rapport au bidonville. Le bidonville était une autre forme de relation politique aux autorités. Le bidonville était déjà traité collectivement. Et en fait, il y a eu en fait, l'héritage de structures qui étaient encore plus anciennes, qui sont probablement aériennes, par exemple, en fait, des structures plus ou moins tribales, en tout cas pas complètement tribales, mais issues des structures tribales, au bidonville. C'est-à-dire que c'était une structure collective que l'État réprimait, ou pas, ou s'arrangeait collectivement avec les notables, mais donc pas de cette manière-là, pas de cette manière très administrative, normative et individualisante. Alors en fait, c'est ce que je veux vous montrer, en fait, c'est que l'État, en fait, aussi, en construisant en fait l'Halloween, en fait, sort en fait de la gestion concrète en fait des habitants. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne plus que par un rôle normatif. Il met donc un ensemble de contrats administratifs sur lesquels je ne peux pas revenir. En fait, et ensuite, c'est aux habitants en fait, de se débrouiller par rapport à ça. Mais finalement, par exemple, la répression qui existait au bidonville, hein, c'est toutes les émeutes de 81, par exemple, en fait, c'est une histoire chargée de la répression violente des bidonvilles, n'existe plus à l'Halloween, en tout cas beaucoup moins que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, pour revenir à la question de la forme de vie étatique, en fait, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que le passage du bidonville à
à l'Elawin, en fait, c'est une mutation de la propriété. Donc, le bidonville était une forme de vie collective où la propriété était mouvante, elle était aussi éphémère, c'est-à-dire que le Braka pouvait être détruite puis être reconstruite, qu'à travers les mariages, en fait, elle pouvait être agrandie. Donc, en fait, il y avait une superposition de la forme de vie, c'est-à-dire collective, et de l'habitat. On pouvait agrandir le Braka quand on avait des mariages. Donc, tout le monde, en fait, et finalement, les voisins sont aussi de la même famille. Et pas du tout en fait dans les Laouïs, où c'est vraiment un rapport moderne à la propriété. Donc vous avez un appartement, cet appartement vous est donné en fait en main propre, en tant qu'individu et pas en tant que collectivité. Voilà. Donc en fait, on peut aller plus loin, aussi marginal en fait que soit le nouveau quartier de l'Halloween, la forme de vie qui s'y donne à voir n'est pas en rupture, c'est ma thèse, avec les transformations globales qui affectent le reste de l'espace social. Voilà. Ce surcroît d'inscription dans l'espace étatique à travers la question administrative, à travers la question de la propriété, est plus visible dans le cours du processus de relogement, c'est vrai, qu'ailleurs en tout cas, mais en fait il apparaît, en tout cas pour moi, que ce n'est pas l'arrivée, c'est-à-dire dans le Halloween qui est exceptionnel, c'est plus le point de départ, c'est-à-dire qu'on partait de loin en fait, on partait du bidonville qui était complètement autre chose. Donc voilà, donc en fait, partant de là, si donc le Halloween, malgré tout, malgré les immeubles décapotables, est un développement réussi, alors, au sens qu'il rend accessible donc, des populations qui ne l'étaient pas à la gestion d'État, c'est-à-dire qu'il rend accessible des populations à la gestion d'État. Alors je veux essayer donc, à travers la question du Hirak, évidemment, réfléchir à ce que serait une contestation de la forme de vie étatique, du développement. Alors, je suis parti en fait pour le papier que je vous ai présenté, donc d'une tribune, alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, d'une tribune qui avait été publiée. Pardon? Ah oui, j'avais refusé. D'accord. Tu aurais pu refuser. Mais en fait, voilà, c'est une tribune en fait, qui s'est faite au tout début en fait, du Hirak, enfin pas au tout début, mais en tout cas avant la fin du Hirak, et donc voilà, qui définissait donc, à la fois les raisons donc, pour lesquelles le Hirak survenait, et aussi en fait, donc, ce que demandait le Hirak. Et en fait, je voulais essayer donc, de faire encore un pas de côté par rapport en fait, à ce texte, parce qu'un implicite qui le guide, c'est que le Hirak en fait, du RIF tout entier est dû à la non-prise en charge institutionnelle de la configuration du retard, donc de la région, des structures politiques marocaines, etc. Donc c'est la corruption structurelle de régions qui manquent cruellement de perspectives de prospérité, de développement, etc. Et il me semble en fait, que cette grammaire un peu libérale qui a été apposée au Hirak n'est pas du tout en fait, fidèle à ce que ça a été comme mouvement. Alors j'en veux par exemple en fait, le serment. Donc, tout ça, vous vous souvenez du serment du Hirak. Je vous laisse le lire. On ne peut pas le lire là, c'est trop loin. Ah, c'est trop loin. Ça fait en fait en français, c'est moi qui traduis. Je jure par Allah que nous ne trahirons pas, que nous ne marchanderons pas, que nous ne vendrons pas notre cause, même s'il nous en coûte notre vie. Vive le rive, vive le rive, vive le rive, que ne vive qui le trahit. Ma traduction n'est pas super, hein, je suis désolé, mais c'est ça. Voilà, donc voilà. Alors en fait, c'est par ce serment donc, que commence chacune des manifestations du Hirak. Il est repris en cœur par les manifestants, ça ressemble à ça. Donc les bras droits sont levés, et au centre des places publiques des villes et des villages du RIF. Donc par exemple, un participant nous dit de son jeune frère qui est en prison à ce moment-là où on le rencontre, qu'il sort sans se préoccuper des conséquences, sans attendre quelque chose de particulier, de manière autonome, juste parce qu'il a prêté serment. Et en réalité, effectivement, le Hirak a construit une forme d'engagement subjectif qui était assez totale, bien plus par exemple si on doit comparer avec d'autres mouvements protestataires au Maroc, je pense au mois de février en réalité. Et en fait, ça s'est traduit aussi, notamment aussi par un rapport au champ militant. C'est-à-dire que le Hirak, vous vous en souvenez, est venu avec une critique très très forte à ce qu'on appelait Dakakin Siyasiya, ou en rifin, alors, pardon, je ne suis pas locuteur rifin, mais le Khozomajo Qiya. En fait, c'était l'idée en fait des structures de monopole du discours. Le Hirak a refusé ça. Il a refusé, donc par exemple l'Assemblée Générale, il a refusé de passer, alors il y en a eu au début du mouvement, et puis très vite cette formule a été arrêtée, parce que justement il fallait éviter les individus qui avaient du capital militant. Alors, je vous cite par exemple un participant qui dit que dans les mouvements précédents, il y en a qui mettaient leurs mains là, donc sur le côté, et une autre là, et qui disait les sociétés impérialistes et les classes laborieuses. Il dit, je ne sais plus comment il dit, tabakat kadiha ou quelque chose, bon, ou sharat impérial. Donc, et il dit tous ces termes de l'université que le peuple ne comprend pas. En fait, c'est ça. Et il dit en fait que, justement, face à cette façon de faire militante, très séculière, c'est ce qu'on connaît du champ militant, Nasser Zafi a pris sur lui d'élaborer un nouveau discours qui soit compréhensible par tous,
et que tous puissent y voir, du bourgeois au pauvre en passant par les classes moyennes. Alors justement par rapport à ça, c'est une autre chose, alors pour moi qui est une critique de la forme de vie étatique dans la Hirak, c'est le refus de la distinction en classe sociale. Le Hirak est beaucoup parti de l'idée que c'était un mouvement unanimiste, que tous en fait pouvaient s'y retrouver, donc effectivement du bourgeois aux pauvres, aux classes moyennes, etc. Donc le même nous dit, il ne faut surtout pas séparer les classes laborieuses des classes moyennes. Et voilà, ce Hirak, ça avait été juste les classes laborieuses, ça aurait échoué. Ici à Imzouen, tu peux trouver. Imzouen, c'est une ville très commerçante. Hein. Bon, ça s'appelle Hassima, c'est une ville très commerçante. Tu peux trouver un bourgeois qui a des milliards de projets, il ferme ses mouvements et va participer au mouvement. Alors, toute petite mise au point d'ordre pratique. Si vous voulez que le débat puisse être un peu fourni et que les gens posent des questions, puisque votre exposé interpelle évidemment, eh bien je vous demanderai, sans vous interrompre, loin de moi l'idée de vous interrompre. Un exposé très brillant, c'est certain. Non, l'autogestion. Moi je crois beaucoup à l'autogestion. C'est-à-dire, si vous voulez que le débat puisse prendre place de façon correcte, un petit peu égalitariste par rapport à l'auditoire, je vous demanderai de vous restreindre un tout petit peu. Si D'accord, je finis vraiment juste en un mot. En fait, il y aura un certain nombre de choses auxquelles on pourrait revenir dans le débat. Mais vraiment, en fait, la thèse que je fais, c'est que le Hirak ne s'est pas simplement en fait, limité à une critique redistributive qui a existé, évidemment. C'est le Milf Mtlabi, c'est le dossier revendicatif qui a été élaboré en place publique, mais aussi à une critique, donc encore un terme que j'en prends à Adorno, de la vie mutilée. Moi, j'ai beaucoup eu en entretien l'idée que, par exemple, nos valeurs, c'est un entretien que je vous lis, nos valeurs, ce sont d'abord celles de la Twiza. Twiza, c'est un terme amazigh, en fait, qui dit en fait la communauté. Il n'y a qu'à voir la solidarité entre les familles de détenus et les gens. L'État essaie d'instiller les valeurs de l'opportunisme et de l'individualisme, mais être amazigh, c'est s'y opposer. En fait, je vous lis aussi un autre entretien. Al-Hussima, nous n'avons jamais eu de bidonville et les rues sont sûres, de jour comme de nuit. Personne ne veut être comme Tanger où personne ne se connaît et où il y a des mendiants partout. Donc vraiment, c'est la nature de la vie aussi qui est critiquée. Ce n'est pas seulement en fait la question redistributive, c'est la nature de la vie elle-même qui est critiquée. Alors, juste pour aller très vite, moi je suis aussi un fervent lecteur de Max Weber, en fait, et en fait, les solidarités qui ont été construites en fait dans le Hirak, en fait, elles disent aussi quelque chose en fait de la critique qui a été faite. C'est-à-dire tout simplement le rapport à la mazirité, le rapport à la terre, le rapport à l'islam populaire. Il y a vraiment cette figure assez prophétique en fait au sens vraiment weberien du charisme religieux. En fait, ça dit quelque chose aussi en fait du rapport aux distinctions modernes. C'est-à-dire qu'on refuse les classes sociales, mais on reconstruit des solidarités fantasmées, il faut le dire, qui n'existent pas forcément dans la réalité, mais par exemple, la solidarité tribale, c'est le rapport à Itzoliar, la tribu en fait, qui était définie comme étant la grande tribu résistante du Rif. C'est le rapport aussi, encore une fois, à l'islam populaire. Voilà. En fait, je voulais juste aussi dire un mot en fait de ce que ça veut dire en fait de faire d'avoir une perspective critique en fait dans ce cas-là. Pour moi, en fait, et je le dis aussi en tant que quelqu'un qui est un apprenti intellectuel du Sud vivant dans un pays du Nord, pour moi, en fait, justement, en fait, parce qu'en fait, on a beaucoup eu la question prescriptive dans ce colloque, c'est-à-dire en fait la question de quelles alternatives. Pour moi, en fait, quand on est dans cette configuration-là, c'est-à-dire que les intellectuels de l'université, et encore plus quand on est dans l'université dans le Nord, c'est d'abord de dire la vérité de système politique dans lequel on vit. En fait, c'est d'abord de dire, en dehors en fait, de tout récit institutionnel, en dehors de tout récit étatique, en fait, la vérité des sociétés dans lesquelles on vit. Enfin, s'il y a bien une chose sur laquelle, en fait, à laquelle je crois, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que Marocain qui vit à l'étranger, j'ai le devoir de dire la vérité de ce que sont ces sociétés auxquelles nous aspirons, à travers, par exemple, des catégories comme le développement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a le choix. Puisque, avec ces Maury tout à l'heure, nous nous sommes dit la chose suivante. Est-ce que, une fois que vous aurez écouté 2, 3, 4 intervenants, ici c'est jusqu'à présent, est-ce qu'il y en a suffisamment assez pour pouvoir marquer une pause et revenir par la suite? Ou on termine les interventions, si jamais vous êtes disposé à écouter attentivement notre intervention, parce que vous savez, le dernier intervenant n'a pas toujours la même fraîcheur que l'auditoire. Et par conséquent, c'est pour lui que je fais cela, ce n'est pas contre lui. Mais il semble être tout à fait d'accord pour faire son exposé tout de suite, alors nous sommes heureux de l'écouter, bien évidemment. Je suis heureux de l'écouter. Ok. Je me présente. Je m'en charge. Très bien. Ok. Bon, contrairement à vous, moi je suis
je suis heureux d'intervenir le dernier, de lire sur cette communication conjointe avec mon ami, très cher ami et collègue Mohamed. Je pense que je vais bénéficier de. Oh, non, des acquis, des exposés qu'on avait bien sûr vus depuis le matin et qui m'ont permis d'économiser les choses que je devais dire. Cette communication, et comme j'ai dit, elle est conjointement écrite par Abdel Sawad, moi-même, docteur en gestion et en sociologie, et Mohamed Bounel, ici présent, sociologue et à l'IRCAM. Bon, en fait, l'intitulé de cette communication, c'est pour un développement par le bas ou par en bas. En fait, j'aimerais bien sûr, si j'ai à revoir, si on a la possibilité de revoir mes titres, ça serait un plaidoyer pour un développement par le bas. Bon, je commencerai bien sûr par une question d'actualité. Tout au long des 2 dernières années, tout le monde ne parle que de modèles de développement. Cette injonction au débat, d'union ou d'euro, semble comme toujours fonctionner, au moins en termes discursifs et rhétoriques. Or, il nous semble que ces débats, à l'exception de quelques interventions intéressantes, restent prisonniers du même modèle, que l'État considère être parvenu à ses limites. L'objectif de cette communication est justement de reformuler les termes de la discussion. De reformuler les termes de la discussion de la manière suivante. Les choix économiques qui ont été retenus ou appliqués au Maroc relèvent d'un paradigme qui a montré depuis longtemps ses limites, à savoir celui d'un développement par le haut. L'alternative serait donc une rupture paradigmatique qui bouleverserait la manière par laquelle nous envisageons les problèmes du développement. Cette alternative a un nom, le développement par le bas ou par en haut. Bon, je commencerai bien sûr par qu'est-ce qu'un développement par le haut. Là, je vais faire un petit détour par la théorie économique, par un type particulier en fait de théorie d'économie qui s'intéresse à la question des régions, de la régionalisation. Et là, je reviens à un texte fort intéressant, mais je pense qu'il n'est pas très bien mal connu, qui n'est pas repris, je ne sais pas pourquoi, mais il est très intéressant. C'est un texte qui a été écrit par 2 économistes, Walter Storr et Fraser Taylor, et intitulé Développement par le haut ou par le bas. Bon, c'est un ouvrage coordonné par les deux. Développement par le haut ou par le bas. Dialectique de la planification régionale dans les pays en développement. Il est sorti dans les années 80, un livre qui a été un recueil d'études sur le développement et les inégalités spatiales dans certains pays du Sud. Il comprend une étude de Walter Storr. Walter Storr, c'est un Autrichien, économiste, docteur en économie, en géographie économique. Il a travaillé dans des institutions de planification régionale, notamment en Amérique latine. Pourquoi je dis en Amérique latine? Parce que lui, John Friedman, qui est aussi un planification humaine, économiste, qui est assez connu, constitue ce qu'on appellerait, ou ce que des chercheurs appellent l'école de la dépendance européenne. C'est-à-dire qu'ils ont mobilisé les concepts de l'école de la dépendance pour penser les inégalités en Europe. Donc, Walter Storr dit que le paradigme de développement par le haut perçoit le développement comme ayant pour point de départ un nombre limité de secteurs ou de régions pour s'étendre à d'autres régions ou secteurs. C'est un effet de propagation, selon Myrdal, ou un effet de trickle-down, ou un effet de ruissellement. Ce développement par le haut s'appuierait sur l'industrialisation, l'urbanisation, les grands projets d'investissement et sur des organisations gouvernementales ou privées de plus en plus grandes. Il repose sur la dynamisme d'un nombre limité d'acteurs, entrepreneurs ou intellectuels, tandis que les autres sont incapables d'initiative par eux-mêmes. Et bien sûr, c'est le One Best Way, ce modèle indévalable
partout dans le monde. In fine, cette vision sert les intérêts d'un nombre limité d'organisations gouvernementales et privées dominantes et conduit au sous-développement et à davantage d'inégalités sociales et spatiales. Si on veut résumer les choses au Maroc, c'est le paradigme qui a été appliqué au Maroc. C'est le TGV. Si nous limitons aux 20 dernières années, c'est les grands chantiers, c'est la priorité donnée à certains secteurs, c'est la fabrication soutien à des champions nationaux, plutôt royaux, pour dire les choses de manière plus précise, c'est l'ouverture au capital étranger et aux échanges commerciaux. Avec bien sûr comme résultat, avec l'idée que ça donnera un effet de ruissellement et que tout le monde en profitera, on va agrandir le gâteau, que tout le monde... Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un renforcement de la dépendance. Elle se matérialise par le poids important du capital étranger, le rôle déterminant des institutions financières internationales dans la définition des orientations politiques et économiques, une insertion dans le système économique mondial qui cantonne le pays dans un rôle de sous-traitant, d'exporteur, acteur d'un travail d'assemblage, Tanger, ou d'exportateur agro-minier, et bien sûr l'endettement, la dépendance alimentaire et technologique, etc. Et bien sûr le maintien, sinon l'accroissement des inégalités sociales et spatiales avec une concentration de la richesse aux mains d'une oligarchie constituée de quelques familles. Et bien sûr les indicateurs, l'indice Gini est trompeur parce qu'au Maroc il est basé sur les dépenses sur la distribution des dépenses des ménages. Non pas sur le revenu ni sur le patrimoine, avec les inégalités qui sont encore plus criantes. Donc on a fait un travail ensemble, moi et Mohamed, sur la structure financière du capitalisme marocain. On avait dénombré 150 familles et individus qui contrôlent c'est-à-dire les grandes entreprises privées marocaines. On n'a pas pris en compte l'agriculture ni les associés dans des entreprises étrangères, mais si on les intègre aussi, ça fera peut-être 200, 300, 250 familles, ce qui est développement pour l'agriculture et les et donc aussi des inégalités spatiales. Il y a eu 3 régions qui produisent les 2 tiers de la richesse nationale et qui se situent dans les quotas, Casa, Tétouan, Casa, Tanger et Rabat. Les régions... Donc en somme, ces choix renforcent le capitalisme de connivence qui est derrière le lumpen développement que connaît le pays, donc économie désintégrée, chômage de masse. Pas de 9%, mais 9% de chômage. C'est un chômage qui est... Je vois ici parce que ici a travaillé sur ça. Importance des activités rentières ou axées sur des produits à faible valeur ajoutée. Si nous voulons sortir de cette situation, donc ça c'est un plaidoyer, il faut qu'on envisage une véritable rupture paradigmatique qui nous permettra de briser ce capitalisme de connivence et dépendance. Ici, nous faisons encore un petit détour par la théorie, nous revenons à notre cher ami intéressant Walter Storr, qui envisageait déjà dans les années 80 ce passage, cette rupture paradigmatique, en passant d'un paradigme de développement par le haut, nous avons parlé, à un développement par le bas. Qu'est-ce que ça veut dire ce développement par le bas? Ce développement par le bas vise à développer pleinement les ressources naturelles d'une région donnée et ses talents humains. D'abord pour satisfaire les besoins fondamentaux, je cite Storr, d'abord pour satisfaire les besoins fondamentaux de tous les habitants sur un pied d'égalité, puis pour atteindre les objectifs de développement allant au-delà de cette perspective. Cherche à conserver l'essentiel du surplus produit par une région au sein de cette dernière. S'appuie sur les activités à forte intensité de main-d'œuvre et sur de petits et moyens projets. Le paradigme du développement par le bas repose sur les hypothèses suivantes. Les inégalités spatiales sont le résultat de l'intégration économique dans des systèmes plus vastes. Il y a toute une littérature économique sur ça, je ne reviens pas. Myrdal parle d'effets de remous, d'effets de propagation, il y a l'école de l'indépendance, etc. C'est-à-dire l'intégration d'une région dans le cadre de systèmes plus vastes conduit à un développement inné, un développement inégal.
Donc les inégalités spatiales sont le résultat de l'intégration économique dans des systèmes plus vastes. Les voies de développement varient en fonction des ressources. Il n'y a pas une seule one best way. Les voies de développement varient en fonction des ressources naturelles, des spécificités culturelles et des conditions institutionnelles de société. Ces voies doivent émerger des communautés elles-mêmes. Ces communautés devraient décider de manière indépendante au niveau national et régional du degré et du type d'interaction requis entre les unités territoriales. Le développement par le bas est un développement autocentré qui nécessite une sorte de fermeture spatiale sélective. Qu'est-ce que veut dire par là? C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, se protéger, contrôler les flux avec l'extérieur. Parce que c'est lui conduit à une intégration qui conduit à un développement inégal. C'est un protectionnisme. Peut être aussi au niveau national, mais aussi au niveau régional. Le développement par le bas prendra différentes formes en fonction des conditions spécifiques de chaque société et reposera sur la plus large participation possible de ses membres. Cependant, il existe pour STOR des éléments clés pour le réaliser. Premièrement, égalité d'accès à la terre et aux ressources naturelles, d'où l'importance d'une réforme agraire. Établir ou revitaliser les formes d'organisation territoriale des communautés pour une prise de décision équilibrée et équitable en matière de gestion des ressources, tout en donnant aux communautés rurales et périphériques le droit d'utiliser ou transformer leurs propres institutions. Choix d'une technologie régionale appropriée, priorité aux projets répondant aux besoins essentiels des habitants et utilisant au maximum les ressources des régions et ses institutions. Établir des politiques nationales de prix qui favorisent les agriculteurs et les producteurs des zones périphériques. Et l'aide de l'extérieur, en cas d'insuffisance de ressources locales, peut être sollicitée à condition qu'il soit orienté d'abord vers la satisfaction des besoins de base de la population et l'utilisation productive maximale des ressources. Le développement d'une production excédant la demande est possible seulement dans la mesure où elle garantit l'amélioration du niveau de vie de la population. Et bien sûr, mise en place de structures égalitaires en se basant principalement sur des initiatives endogènes. Une petite observation, il ne faut pas compter sur moi pour vous interrompre. Non, je suis... Il me reste 3 minutes. Mais quelles sont les formes et la taille de la plus petite unité au-dessus du village sur laquelle un développement par le bas peut être effectué? Et comment devrait-il s'articuler avec des niveaux élevés? Là, un autre théoricien de l'économie, de cette fameuse école de la dépendance européenne, Friedman, qui est un américain, et Douglas apportent tous deux une réponse concrète à partir de l'expérience asiatique, ce qu'il appelle les districts métropolitains. Et que ça veut dire, c'est que pour surmonter le conflit entre campagne et ville, il faut organiser des villes dans les campagnes. Des petites villes de 10 000 à 15 000, de 10 000 à 25 000 habitants avec un rayon de 5 à 10 km, ou ce qu'il appelle les agropoles, à des unités intégrées, autogérées, avec une autonomie permettant de planifier son propre développement. Et le rôle du gouvernement central se limite à soutenir ces initiatives, à mener à bien des projets de nature nationale, à assurer l'égalité et l'équité entre les régions en ce qui concerne le financement et le développement. Un développement par le bas, aujourd'hui, ressemblerait à quoi? STOR évoquait déjà des exemples asiatiques et des exemples dans le nord et le sud, comme l'Angomai, qui est un réseau de coopératives présent en Europe et aussi en Amérique latine centrale à Costa Rica. Aujourd'hui, on parlerait plutôt des caracoles zapatistes au Chiapas mexicain, c'est-à-dire des zones d'autonomie au Chiapas, des assentamentos MST brésiliens, c'est-à-dire ces occupations de terre, de paysans sans terre au Brésil qui commencent à produire à l'échelle de l'Europe, ou à l'association de sauvegarde des oasis de Gemna en Tunisie. On parle d'exceptionnalisme arabo. Voilà une expérience d'autogestion, développement par le bas dans un pays. On aura peut-être l'occasion de parler de l'association de protection de l'expérience tunisienne. Au Maroc, 4 facteurs rendent une bifurcation vers un développement par le bas nécessaire et urgente. La voie de rattrapage est fermée, non seulement parce qu'il y a la trappe, les revenus des pays à revenus intermédiaires, mais aussi par la logique, parce que la logique de déploiement du système capitaliste mondial bloque
développe la question du rattrapage. La crise profonde que connaît ce dernier rend inopérante, c'est-à-dire le système capitaliste mondial rend inopérante l'option d'une adaptation aux exigences de ce dernier. S'ajoute à cela la crise climatique qui rend une transition sociale et écologique une urgence dans tous les pays du monde. Le poids important, démographique important des populations rurales au Maroc, 40%, rend la résolution de la question agraire une nécessité, sans parler des zones périurbaines qui sont liées aussi à des campagnes plus tard. Or, celle-ci ne pourrait s'accomplir par des méthodes utilisées aujourd'hui, comme le plan marocain. L'urbanisation au Maroc s'est faite dans une logique extravertie et improvisée. Elle est incapable d'absorber les populations rurales. Conduisant non seulement à la marginalisation, informalisation, appauvrissement d'une part importante de la population, mais aussi à des comportements anomiques et des formes de frustration qui trouvent leur expression dans plusieurs types d'attitudes. Ce développement par le bas exigerait donc quoi? Au cas du Maroc, une fermeture spatiale sélective, on parle des stocks, c'est-à-dire une forme de protection, au niveau national, c'est-à-dire mettre fin au processus d'ouverture qui a été entamé dans les années 90, gel des accords de libre-échange et de coopération avec les institutions financières internationales, restaurer l'indépendance financière et économique du pays, audit de la dette, le fameux audit de la dette qui a été sorti en Équateur, qui a été tentative aussi en Grèce, reprise en main par l'État et les communes des services publics privatisés sous la forme de la gestion déléguée ou autre et des entreprises stratégiques. Un maximum de décentralisation qui s'appuierait sur les réelles communes et non pas les communes qu'on a. À l'image des districts agropolitains, des agropolitains, même bien sûr adaptés à notre situation, appuyés sur des institutions démocratiques. Pourquoi ne pas ressusciter les JMAA, j'y reviendrai, de qualité, et doter des ressources nécessaires pour entamer un développement endogène basé à la fois sur une agriculture paysanne et coopérative et une industrialisation qui serait locale, tournée vers les besoins propres de la commune, en mobilisant une technologie adaptée qui permettrait l'épanouissement de leur propre culture et le développement de leur savoir-faire ancestraux. Une réforme radicale qui permettrait bien sûr l'égal accès à la terre et aux ressources. Un démantèlement profond des métropoles urbaines, avec une réforme urbaine qui permettrait aussi un transfert aussi de la propriété des grands groupes privés vers les communes, les régions et l'État, impliquant un mode de gestion où seraient associés travailleurs, usagers et bien sûr travailleurs usagers aux consommateurs. Une planification démocratique où les objectifs de développement seraient des objectifs de développement réalisés au niveau communal, régional et national. Et à l'échelle nationale, bien sûr, elle permettra de réduire les inégalités entre communes, entre régions. Et bien sûr, l'amorce d'une transition écologique au niveau des technologies, etc. Sur quoi pourrait s'appuyer sur cette alternative? Sur quoi pourrait s'appuyer cette alternative? Elle s'appuierait sur les institutions communautaires héritées de la langue d'histoire de notre pays. Contrairement à ce qu'on dit, elles sont encore vivantes. Là, je m'appuie sur le travail accompli par un cher professeur ici présent, Ali Namer, anthropologue, sur le Haut Atlas, et où les institutions communautaires, au niveau de la localité du droit, sont encore vivantes. Elles peuvent être, bien sûr, ressuscitées, bien sûr modernisées. Je vais dire comment. Il s'appuie aussi, cette alternative, sur les hiérarchies et les mouvements sociaux qui luttent contre la marginalisation et la dépossession partout dans le pays et qui portent parole de la masse des déshérités marginalisés dans les zones rurales et dans le Maroc dit unité. Pourquoi? Par exemple, Imida, dans l'expérience d'Imida, Agraou, a été ressuscitée par les activistes. Elle a été modernisée puisque la Jma'a a été, vous le savez, monopolisée par les chefs de famille et les hommes chefs de famille et les lignées les plus prestigieuses. Or là, Agraou, dans l'expérience d'Imida, ils ont intégré aussi les femmes et les jeunes. Donc voilà comment une institution communautaire a été revivifiée et modernisée pour qu'il devienne un outil d'émancipation ou de lutte. Le RIF aussi est très intéressant avec lui, parce
que c'est une demande d'un développement endogène, au-delà des programmes qui ont été, bien sûr, imposés par le haut, etc. Les travailleurs aussi, pour s'appuyer sur les travailleurs des villes, victimes de l'exploitation, de la surexploitation sous toutes ses formes, de l'appauvrissement et de la marginalisation, toutes les forces aussi qui prennent une modernité qui soit endogène, c'est-à-dire une émancipation démocratique, sociale et nationale qui serait, je dirais, ancrée dans notre culture et dans notre langue d'histoire. La réalisation, bien sûr, c'est avec ça, la réalisation de ce programme de transition vers un développement par le bas nécessiterait rien de moins qu'une révolution dans les structures politiques, économiques, sociales et mentales. Elle ne sera possible que lorsqu'un nouveau bloc social populaire brisera le pouvoir de l'oligarchie. Merci.